Et donc j'ai créé cette marque. Il y avait quand même beaucoup de choses en amont qui avaient été chiants à gérer. On a emprunté 150 000 euros. Il nous reste 118 000 euros à rembourser. Le côté relou avait pris trop de place, etc. C'était pas une expérience 100% agréable. Il y a quelques années, la plupart des grands youtubeurs annonçaient leur marque. C'était presque une mode. Mais le problème, c'est que bien souvent, ça dure pas très longtemps. En 2019, Amixem annonçait Space Fox, sa marque de vêtements inspirée de l'espace, mais qui fin mars 2025 annonçait la fin de ses collections textiles. En 2020, Matt se fait des films avec Relix, mais qui, après un an seulement, annonce sa fermeture. Et c'est vrai que si c'était que quelques cas isolés, ça irait, mais c'est vrai qu'entre ceux-là, Honest Mind Angel Felix, Realous de Valouz et plein d'autres, ça commence à faire beaucoup. Et le truc, c'est que la plupart de ces marques sont vraiment mortes dans l'ignorance. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte il y a quelques semaines quand j'étais allé à Angers pour une compétition d'escalade. En fait, c'est que quand je suis rentré dans le bâtiment, je me suis rendu compte que j'avais déjà vu ce bâtiment. Et c'est parce que c'était l'ancien bâtiment de la Unicorn House de Vodka. Sauf que maintenant, ça a plus rien à voir. Avant, c'était un skatepark et maintenant une salle d'escalade. Et certes, je savais que la marque n'existait plus. Mais c'est vrai que sur le moment, ça fait un peu bizarre. Parce que oui, des marques de youtubeurs qui naissent et qui meurent, c'est bien plus fréquent que ce que tu pourrais penser. Et déjà, pourquoi tout le monde s'y est mis ? Pourquoi la plupart des gros youtubeurs se sont mis à créer leur propre marque? Et surtout, pourquoi est-ce que la plupart finissent par mourir? Eh ben, je pense que tu l'as deviné, mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Bon, la première étape pour savoir pourquoi les youtubeurs se lancent dans les marques, faut remonter quelques années dans le passé. Au début des années 2010, plus précisément, quand YouTube explose en France. Mais pour beaucoup des créateurs de l'époque, ça restait invivable. C'était ni un métier, ni un business. YouTube, c'était juste une passion. Les revenus étaient ridicules. À l'époque, avec AdSense, une centaine d'euros par mois si tu faisais partie des plus gros. Mais au fur et à mesure, la rémunération, notamment grâce aux sponsors, se développe. Mais là encore, les premiers deals sont vraiment très faibles, quelques centaines d'euros pour des vidéos qui font des millions de vues. Mais très vite, les créateurs comprennent quelque chose de fondamental. S'ils arrivent à convaincre des centaines de milliers de personnes d'acheter un produit, et s'ils sont capables de rapporter énormément d'argent aux marques qu'ils mettent en avant, pourquoi ne pas vendre pour soi? Et l'idée d'une marque personnelle, ça devient le moyen d'un côté de sécuriser un revenu indépendant de YouTube, jugé trop fragile à l'époque, et de l'autre de capitaliser sur la puissance de persuasion révélée par les sponsors. Et faut aussi se rappeler du contexte de l'époque. À l'époque, l'effet parasocial est à son paroxysme. Les conventions, les stands de dédicaces, les rencontres abonnés sont partout. Les fans attachés à un créateur veulent pas simplement un objet. Ils veulent participer, montrer leur soutien, avoir l'impression de posséder une partie de leur youtubeur préféré. Tout est en place pour transformer l'audience en clientèle. Et le premier à ma connaissance à avoir tenté l'expérience en France, c'est Cyprien avec sa marque Narmol. Une marque de vêtements lancée en 2012, bien avant la vague qui viendra après. Et c'est là qu'on bascule vers le terrain privilégié des marques de youtubeurs, le textile. Parce que oui, si tu t'y connais un minimum en marketing, tu sais que pour vendre quelque chose, faut que le client en ait besoin. Et comme tout le monde porte des vêtements, enfin j'espère, les marques de vêtements sont multipliées. Le textile, ça devient leur terrain de jeu privilégié, avec un autre domaine dont on parlera un peu plus tard dans la vidéo. Parce que si on y regarde un peu plus précisément, lancer une ligne de t-shirts ou de hoodies, ça demande pas une expertise folle. Il suffit d'un logo et d'un site. Je simplifie un peu, mais on n'en est pas loin pour les marques les plus basiques, bien sûr. Résultat, il y a eu une explosion des marques de vêtements, toutes plus ou moins construites sur le même modèle. Au départ, ça crée une hype énorme. Les vidéos d'annonces cartonnent, les fans se ruent sur les premières collections et ça donne l'impression d'un projet immanquable. Mais derrière, la réalité, elle est beaucoup plus dure. On va reprendre l'exemple de Space Fox lancé par Amixem en 2019. Elle avait une identité forte, inspirée de l'univers spatial et une promesse de vêtements premium conçus pour durer. Le lancement, c'est un événement et tout est mis en scène pour donner du poids au projet. Il y a même une chasse au trésor qui est lancée à travers toute la France. Mais dès 2023, la marque liquide ses stocks et Amixem le dit lui-même, l'aventure l'a lourdement endetté et il parle aussi de sacrifice psychologique. On a emprunté 150 000 euros. Il nous reste 118 000 euros à rembourser. J'ai pris un salaire par 1 euro. Je n'ai rien tiré de cette entreprise d'un point de vue financier. Parce que derrière l'image de marque fun et inspirante, il y avait la pression de devoir tout assumer publiquement sous les yeux de millions de spectateurs. C'est ce qui l'a poussé à pivoter d'une marque de vêtements vers des bracelets. À l'opposé, Relix, la marque de Matt se fait des films, représente un autre type d'échec. Contrairement à Space Fox, Relix n'a pas fermé parce que ça marchait pas. Au contraire, la marque fonctionnait, elle trouvait son public et les ventes suivaient. La preuve. Mais Matt a fini par arrêter simplement parce que c'était pas lui. Sa passion, c'est le cinéma, pas le textile. Il a juste réalisé que c'était pas son domaine. Et ce retrait, c'est aussi une façon d'assumer qu'un projet lancé sous les projecteurs peut pas tenir si la passion est pas là. Le problème de fond, c'est que tout le monde s'est engouffré sur le même créneau. Les marques de vêtements de youtubeurs se ressemblent toutes. Des basiques, un logo et un storytelling claqué. Et comme le marché est saturé, il y a aucune valeur ajoutée qui ressort. Finalement, la seule raison d'acheter, c'est le soutien aux créateurs. Mais ce soutien, il dure qu'un temps. Une fanbase peut soutenir une collection, mais pas une marque entière. La hype du lancement finit toujours par retomber.
Mais on verra un peu plus tard une marque qui, elle, a réussi à sortir du lot. Un autre terrain de jeu, c'est la bouffe. Et là encore, le raisonnement est simple. Tout le monde mange, donc ça va forcément marcher. Depuis quelques années, on a vu arriver une avalanche de burgers signés youtubeurs. Michou, Fast Good Cuisine, Amixem, oui encore lui. Et même MrBeast aux États-Unis. Mais derrière, la mécanique c'est toujours la même. C'est pas le créateur qui gère quoi que ce soit. Les projets, ils reposent presque toujours sur les Dark Kitchen. Les Dark Kitchen, pour ceux qui connaissent pas, c'est des cuisines partagées qui n'ont pas de salle et qui sont uniquement dédiées à la livraison par Uber Eats ou Deliveroo. Le youtubeur prête son nom et son image, encaisse un pourcentage et derrière c'est une société qui gère toute la logistique. Le problème, c'est que ce modèle il est bâti sur des bases vraiment pas stables. Le créateur a aucun contrôle réel. Il choisit pas la viande, il vérifie pas la qualité et gère aucun service. Tout est délégué. Résultat, un burger peut être correct à Paris mais immangeable à Marseille et ça détruit la crédibilité de la marque. Et quand tu mets ton image sur un produit dont tu maîtrises absolument rien, la moindre critique rejaillit directement sur toi. Sans parler du manque de cohérence avec l'univers du créateur. Genre Amixem qui lance des burgers. J'ai rien contre Amixem, mais ça a aucun lien. Fast Good Cuisine, déjà, c'est plus cohérent. Et en plus, il me semble qu'il s'en sort plutôt bien. En tout cas, le public s'en rend très vite compte. Et comme pour les vêtements, il y a une hype au début, mais dès que l'effet de nouveauté est passé, les ventes s'effondrent. Mais ici, la hype est encore plus brève, parce que tout le monde commande le burger de tel youtubeur, puis passe à autre chose. La fidélisation est inexistante, et quand les ventes s'effondrent, la marque disparaît dans le silence total. Mais il y a une exception, Black and White Burger d'Ibra TV. Contrairement aux autres, il s'est pas contenté de prêter son image et d'utiliser les Dark Kitchen. Non, lui, il a ouvert des vrais points de vente physiques, développé un réseau et posé un vrai concept derrière son nom. La marque existe encore aujourd'hui parce qu'il a agi comme un entrepreneur, pas comme une simple vitrine marketing. Mais en dehors de ce cas isolé, la plupart des marques de fast-food sont oubliées aussi vite qu'elles sont apparues. Mais pourquoi est-ce que ça échoue presque toujours? La première raison, selon moi, c'est que la plupart de ces marques, c'est pas des vraies entreprises, mais juste des side business créés sur l'image du créateur. C'est ni leur domaine, ni leur cœur de métier. C'est des créateurs de contenu. Ils connaissent l'art de capter l'attention, mais gérer une marque, c'est tout autre chose. Mais attention, certains ont de très bonnes compétences et connaissances en marketing, je dis pas le contraire, mais c'est pas leur spécialité. Au final, dès que ça demande une véritable implication à long terme, ils décrochent. L'enthousiasme du départ laisse place à la lassitude, parce qu'au fond, c'est pas une passion, juste une extension opportuniste de leur notoriété. Yoko de Squeezie, c'est l'exemple parfait. Sortie en 2019, elle est présentée comme une marque de vêtements, mais en réalité, c'est une simple vitrine pour les dessins de son frère. Sans Squeezie, il y a aucun intérêt réel. L'identité venait pas du produit, mais uniquement de l'identité du youtubeur. Et une marque qui repose uniquement sur un nom a aucune chance d'exister par elle-même. Et à ça s'ajoute le contraste violent entre le lancement et la suite. On en a beaucoup parlé jusque-là, mais une marque de youtubeur née sous les projecteurs. Vidéos d'annonces, teasing intensif et première vente record. Tout le monde pense que c'est un carton assuré, mais cette hype elle est artificielle. C'est l'effet fanbase, l'achat de soutien ou la curiosité de tester. Quelques semaines plus tard, les ventes s'effondrent, le youtubeur arrête d'en parler et la marque meurt dans le silence. Et le passage brutal de l'excitation collective à l'oubli total, c'est ce qui finit d'enterrer la plupart des marques. Et c'est encore plus flagrant quand on le compare à une marque classique. Une marque qui se lance dans l'ombre peut se tromper, ajuster ses produits, corriger ses erreurs sans que personne s'en rende compte. Elle a le temps d'apprendre. Une marque de youtubeur, elle est immédiatement sous le regard de millions de personnes. La moindre erreur est amplifiée, le moindre défaut ça devient un sujet de moquerie et l'échec ça devient une humiliation publique. Et cette charge mentale elle a un coût psychologique énorme sur le créateur et ça en pousse beaucoup à abandonner. Amixem l'a reconnu, Space Fox l'a endetté et usé mentalement. Matt avec Relix, lui, a arrêté avant de se perdre dans un domaine qui était pas le sien. D'autres disparaissent simplement, sans explication, faute d'avoir trouvé la force de continuer après l'effondrement. Parce que quand ton visage est collé à une marque et qu'elle s'écroule, c'est pas seulement un business qui meurt, c'est ta motivation et parfois même ta confiance en toi qui partent avec. Mais les marques de youtubeurs qui fonctionnent, ça existe. Elles sont rares, mais ça existe. Un bon exemple, c'est Oni, lancé par Louis San. Au départ, c'était même pas sa propre marque, mais juste une collaboration avec Reyes, une marque déjà installée dans le textile et qui avait beaucoup d'expérience dedans. Et c'est cette base solide qui a permis d'éviter les erreurs classiques des marques qu'on a vues jusque-là. Et surtout, Oni s'est construit dans un univers cohérent. Louis San a bâti toute son image autour de la culture japonaise, et Oni est venu naturellement prolonger cet univers. La marque repose pas uniquement sur son nom, elle résonne avec les centres d'intérêt de sa communauté. Et la différence, elle est là. Les gens achètent pas seulement les vêtements pour soutenir Louis San, mais parce qu'ils plaisent réellement, qu'ils reflètent une esthétique et surtout qu'ils tiennent la route niveau qualité. Et ça, je peux en témoigner personnellement. J'en ai acheté plusieurs et vraiment, c'est des produits de très bonne qualité. Et c'est cette combinaison entre passion sincère,
cohérence d'image et collaboration avec un partenaire expérimenté qui a permis que ça fonctionne. Et c'est ce qui explique pourquoi Oni c'est plus simplement du merch de youtubeurs, mais une marque à part entière, reconnue et capable de sortir régulièrement de nouvelles pièces. Les marques qui tiennent, comme Oni ou Black and White, ont prouvé qu'elles peuvent survivre uniquement quand elles s'ancrent dans un univers réel, dans une passion sincère et une qualité tangible, parce qu'elles proposent quelque chose au-delà du youtubeur qui les promeut. Le seul moyen de durer, c'est quand la marque est le prolongement naturel de l'univers du créateur. Et je me doute que les créateurs qui se lancent font pas ça uniquement pour l'argent, enfin j'ose espérer, mais beaucoup, même la plupart, font ces erreurs. Et pour moi, le pire, c'est pas seulement une perte de temps, d'argent ou d'énergie. Pour moi, le pire, c'est les créateurs qui se retrouvent face à un échec public, qui encaissent la pression et perdent confiance. Et l'évidence, elle est là. Sans passion et sans vision, ces marques sont condamnées à disparaître.